Bien, bonsoir à tous. Il est 19h passé de 4 minutes. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 11 mars 2022. Je vais d'abord faire l'appel des présents, si vous le voulez bien. Madame Catherine Barbereau, Monsieur Jean-Marc Siozac, Madame Marie-Agnès Descoux, Monsieur Claude Schaeffer, Madame Laurence Audibert, Monsieur Fabrice Bussy, Madame Fanny Billy, Madame Isabelle Jodin, Madame Charlotte Lemétour, Madame Sandrine Martins. Patrick Michel a donné pouvoir à Madame Catherine Barbereau, Madame Isabelle Dupré, Monsieur Jean Bedu nous a dit qu'il n'était pas là, Monsieur Christophe Lasserre a donné pouvoir à Madame Dupré, Madame Nathalie Lizy a donné pouvoir à Madame Audibert, William Netto de Jésus, Madame Brigitte Foulon, Monsieur Lloyd Crane, Monsieur Hervé Guise, Monsieur Arnaud Schmitt, Madame Nathalie Bels, d'accord, Monsieur Jean-Marc Longequeux, Madame Magali Boire, Madame Dominique Françoise a donné pouvoir à Monsieur Prudhomme, Monsieur Christophe Prudhomme, Monsieur April Battista. Merci. Je propose un secrétaire de séance. Est-ce que Madame Charlotte Lemétour accepte? Elle accepte. Merci. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Charlotte Lemétour. Je vais passer aux actualités, si vous le voulez bien, avant de passer à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils et à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 17 février 2022. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire. L'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par les questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. En premier lieu, je tenais à vous faire l'information du décès d'un conseiller municipal de l'ancienne mandature. Effectivement, le 20 février dernier, nous avons appris la disparition de Claude Mérard, qui a été élu au conseil municipal de Pomponne de 2008 à 2020. La mairie a été représentée lors de la célébration le 25 février. Le conflit en Ukraine. Alors ça ne vous a pas échappé évidemment. Face à cette tragédie qui se déroule en Ukraine, nous nous sommes mobilisés dès le 26 février pour trouver la meilleure solution pour venir en aide aux populations sinistrées. Fanny Billy, Marie-Agnès Descoux et moi-même, nous sommes dans un premier temps tournés vers la Croix-Rouge qui privilégie les dons d'argent pour l'instant afin d'aider leurs antennes sur place. Et nous avons ensuite répondu à l'appel de l'Association des maires de France qui s'est organisée avec la protection civile pour collecter puis acheminer jusque dans les pays frontaliers avec l'Ukraine des produits de première nécessité. Ensuite, les ONG sur place prennent le relais pour convoyer ces denrées jusqu'en Ukraine. Nous nous sommes rendus avec Fanny Billy samedi dernier pour assister à la première réunion d'information de la protection civile de Magny-Londres afin d'affiner la logistique entre la commune et ce centre. Et aujourd'hui, le local de la mairie de Pomponne que nous avons mis à disposition se remplit de dons de Pomponnais. Et nous allons pouvoir faire partir une première livraison vers le centre dans le courant de la semaine prochaine, je pense. En ce qui concerne les propositions d'hébergement pour l'accueil des réfugiés, nous avons fait communication aujourd'hui sur nos réseaux et sites internet sur la procédure à suivre afin de se faire recenser et de recenser sa proposition auprès du portail officiel qui était prévu spécifiquement à cet effet par le ministère de l'Intérieur. Donc ça a été fait tout récemment. Donc on voulait attendre d'avoir vraiment des précisions sur ce sujet. Chaque recensement sera instruit par la préfecture de Seine-et-Marne. Par ailleurs,
Au nom du conseil municipal, je tiens aussi à rendre hommage à Mafri Batista, qui n'est pas là ce soir, mais qui a mené une action de transport de dons à destination de l'Ukraine via la Pologne. 2 semi-remorques sont, je le pense, en ce moment même en chemin vers la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. CRS 4, le mur de la CRS 4. Nous avons reçu, on a fait information lors du dernier conseil, mais nous avons reçu l'information officielle de la part de monsieur le sous-préfet de Torcy que les travaux de réfection du mur d'enceinte de la CRS 4, éboulés on s'en souvient, le 13 juillet 2021, commenceront le 28 mars pour une durée d'environ 2 mois. Ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, c'est les informations dont on a à disposition. 4e point, on va le développer ensuite dans un des points de l'ordre du jour, il concerne les pistes d'économie. Lors de ce conseil municipal, nous allons vous présenter le rapport d'orientation budgétaire 2022. Comme nous le savons tous, depuis plusieurs mois et de manière durable, les coûts de l'énergie, des matières premières essentielles, agricoles, industrielles et technologiques ont flambé. Si les budgets des particuliers que nous sommes s'en trouvent largement impactés, il en est de même des budgets municipaux. La plupart des prévisions de nos confrères estiment une multiplication des coûts de l'énergie par 7. Pour ne parler que de Pomponne, cela représenterait environ un coût de 100 000 euros, un surcoût, sur un budget de fonctionnement de 3 millions d'euros, si on ne faisait rien. Avec des recettes stables et des dépenses en forte hausse, indépendantes de notre volonté, comme pour quelques postes comme l'énergie ou l'entretien, la commune de Pomponne ne peut échapper à un plan d'économie drastique, si elle ne veut pas devoir imposer à ses concitoyens de fortes hausses d'impôts, ce qu'elle exclut dans un premier temps. Ce plan d'économie de Pomponne, qu'on pourrait appeler PEP, se reflètera dans le budget présenté au conseil municipal et qui devra être voté début avril. Chacun et chacune, élus, mais aussi agents municipaux, écoles, citoyens, doivent se sentir concernés par la recherche d'économies pérennes, petites et grandes, réalisables à court et moyen terme. Nous transformerons cette contrainte en une opportunité grâce à notre volonté, à notre imagination pour repenser différemment les processus et les organisations. Nos actions se porteront en priorité, mais pas uniquement, avec discernement sur les postes budgétaires les plus touchés par les hausses actuelles et à venir. Énergie, incluant chauffage, éclairage, mode de déplacement, entretien des espaces verts, des locaux, des voiries, mais aussi achat de fournitures et prestations. Je travaillerai avec les adjoints, les agents municipaux, en ce sens selon les orientations décidées et des indicateurs simples seront mis en œuvre lorsque cela est possible pour évaluer les effets des mesures prises. J'ai donc demandé aux adjoints à la direction des services de me présenter rapidement des axes d'économie envisagés dans leurs domaines respectifs et comment ils contribueront, chacun à leur mesure, à l'effort collectif. Une meilleure analyse du besoin réel de tel ou tel service, une remise en question des approches et organisations lorsque cela est opportun, des négociations plus serrées avec les prestataires, la recherche de financement externe et subventions sont autant de points clés pour aborder ce plan avec sérénité, pérennité et efficacité. Tous citoyens, tous acteurs et responsables, c'est pour illustrer ce propos que nous proposerons la mise en place d'une boîte à suggestions, mise à disposition des Pomponais pour recueillir les idées pratiques et les soumettre à décision et arbitrage dans les commissions ad hoc. C'est ensemble que nous pourrons, comme pour la pandémie, surmonter ces nouvelles épreuves qui bousculent notre quotidien et nous amènent immanquablement vers un avenir différent et passionnant. Merci. Avant de passer au point 1 de l'ordre du jour, je veux vous faire une déclaration. Le maire de Pomponne s'adresse à tous ses habitants. Une rue de la Gare en transformation. Chers élus, chères Pomponaises et chers Pomponais, un grand chantier est en cours d'ouverture rue de la Gare. Déjà, une première étape a été accomplie par la démolition d'un hangar fin d'année 2021 et la mise en place d'une base de vie. Dès que les premiers éléments fiables présentés par les acteurs de ces chantiers pouvaient être diffusés, j'ai souhaité l'organisation d'une réunion publique en visioconférence, conditions sanitaires obligent, le 28 janvier dernier. Elle a rassemblé en présence des promoteurs concernés plus de 80 personnes. Il s'est agi notamment d'informer sur l'ampleur des travaux à venir et sur les contraintes et solutions liées à cette période délicate
qui doit transformer cette rue en un axe neuf pour des circulations apaisées, élargies, bordées de logements confortables pour tous. Les promoteurs, à ma demande, ont notamment présenté des solutions pour diminuer le temps de chantier global et les nuisances pour les riverains. Dans une lettre ouverte diffusée dans toute la commune, les groupes minoritaires siégeant au conseil municipal ont fait état d'un manque d'informations. Ils déplorent en particulier ne pas avoir eu connaissance du nom du promoteur en charge d'une partie du programme. Pourtant, les élus de l'opposition, membres de la commission d'urbanisme, ont été régulièrement informés de l'évolution des dossiers immobiliers du quartier rue de la Gare, Chabanot. Nous avions, nouvellement élus, hérité d'une situation critique et très complexe entre une société de promotion, la SEM, et la ville de Pomponne. Un de nos engagements de campagne était de remettre en cause des permis de construire inadaptés au contexte urbain du quartier de la Gare Chabanot. Et au fil des semaines, nous avons réussi à installer un climat de concertation entre la nouvelle mandature et la SEM pour un projet avec un nombre de logements plus raisonnable et avec un meilleur ratio de nombre de places de stationnement. La SEM a ensuite décidé de céder ces 2 permis de construire qu'elle détenait sur la commune de Pomponne à un autre promoteur. Ces ventes sont issues de longues négociations privées dans lesquelles la ville n'a aucun pouvoir d'ingérence. En conséquence, laisser entendre qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre la ville et un nouveau promoteur est donc nul et non avenu. Aujourd'hui, les projets présentés correspondent à une offre plus acceptable et sont effectivement portés par le promoteur Édouard Denis. Nous pouvons tous nous réjouir aujourd'hui que la SEM ait trouvé une solution qui correspond davantage à notre vision urbaine de ce quartier. Moins de logements, avec des stationnements adaptés, plus de respect environnemental. La ville sera d'ailleurs extrêmement vigilante sur ce dernier point. Il nous reste cependant à régler définitivement les contentieux hérités de la précédente mandature entre la ville et la SEM. Il nous faut éteindre l'ensemble des poursuites autour d'un protocole transactionnel qui prévoyait notamment de faire supporter à la ville une indemnité d'un montant de 4,1 millions d'euros. La négociation est sur le point d'aboutir. Pomponne pourra ainsi poursuivre un développement harmonieux et maîtrisé avec la mise en œuvre de projets profitables à tous ses habitants. Chers Pomponnais, je tiens aussi à rappeler que Pomponne Autrement était la seule équipe à s'engager pour modifier les projets afin de les rendre plus intégrés dans leur contexte. Nous sommes en passe de réussir. Restons vigilants face à des tentatives de déstabilisation systématique s'appuyant sur des éléments sans fondement. N'hésitez pas à m'interpeller au travers de notre mail, mairie@pomponne.org. Je suis avec toute mon équipe à votre écoute. Merci. Nous passons au point numéro 1 de l'ordre du jour, si vous voulez bien. Nous passons instance communautaire. Nous allons avoir trois délibérations à passer, et notamment la première concernant la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Donc on nous demande par cette délibération d'approuver le rapport de charge de la CLECT. C'est-à-dire qu'il y a certaines compétences. Est-ce que Jean-Marc, tu veux dire un petit mot sur cette... Oui, à l'occasion de la réunion du 17 janvier, il a été présenté en effet les comptes de la CLECT. Il a été aussi présenté, si vous vous souvenez, la proposition de mutualiser les services du personnel, les services RH. Il s'avère qu'un certain nombre ont été retenus et d'autres ne l'ont pas été, telle la prévention des risques par exemple. Donc, chose pourtant pour laquelle nous avions voté pour en conseil municipal. Et donc, il s'agit tout simplement d'approuver le rapport de charge de la CLECT qui ne comprend pas des modifications majeures, en tous les cas pour la commune de Pomponne, puisque nous n'adhérons à aucune des nouvelles, des mises à disposition de la communauté d'agglomération. Merci Jean-Marc. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, si vous voulez bien... Pardon. Donc,
considérant que les communes doivent effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, délibérer dans les 3 mois à compter de la date de la délibération du conseil communautaire qui était le 14 février 2022, je vous demande d'approuver le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges en date du 17 janvier 2022 tel qu'annexé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 2. Il s'agit de la modification des statuts de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Là aussi, il s'agit d'approuver cette modification. Donc en fait, il s'agit surtout de la compétence GEMAPI, qui correspond à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il y a donc une modification des statuts, puisque Marne-et-Gondoire se propose d'étendre ses compétences et effectivement, sous l'article, je vais vous faire lecture. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le 1. bis du présent article, mettre en œuvre les articles, je vous passe le numéro des articles du Code rural et de la pêche maritime, pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant premièrement, l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau, l'approvisionnement en eau, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, la défense contre les inondations et contre la mer, la lutte contre la pollution, la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines, la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines, les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile, l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants, la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance et de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Et enfin, 12e point, l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation, ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins ou dans un système aquifère répondant à une unité hydrographique. Précision, les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies lors des premiers alinéas que je vous ai cités tout à l'heure. Donc l'ensemble de cette compétence a été transféré à la CMG le 1er janvier 2018 avec les alinéas 1, 2, 5 et 8. Et aujourd'hui, on nous demande d'étendre cette compétence en ajoutant les compétences facultatives de la CMG, la compétence suivante, la lutte contre l'érosion des sols. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, monsieur Guise. Voilà, merci. Juste une question. Dans la note, on a eu quelques exemples qui ont été cités pour illustrer le besoin d'élargir cette compétence de Marne-et-Gondoire, en tout cas que nous avons bien compris. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des études, des chantiers qui sont prévus qui concerneraient la commune de Pomponne, parmi cet élargissement de compétences? Alors, notamment oui, notamment, effectivement, sur tout ce qui a pu survenir lors du 13 juillet 2021. Il y a toute une étude qui est en cours. Alors, on en a déjà parlé en conseil municipal, mais il y a toute une étude qui est en cours sur tous les bassins Carnotin, Torigny, avec effectivement des solutions pour éviter de charger trop, notamment le rue du Bouillon, qui du coup provoque des inondations dans la CRS4 puis en ville.
Donc c'est en cours, nous on ne nous a pas présenté officiellement les solutions. Je me retourne vers Laurence Audibert, parce que c'est elle qui est en charge du cadre de vie. Mais effectivement, on pense que très prochainement, on pourra vous présenter les solutions qui ont été... D'accord, donc l'idée c'est de faire des bassins de rétention en amont pour éviter, en cas de forte pluie, que le rue du Bouillon déborde de partout et entraîne c'est des petits, c'est ça, c'est des petits bassins de rétention en partie basse de chaque groupement de champs, on va dire. Partie basse. Pour essayer de juguler l'afflux dans la rue du Bouillon. Merci. Qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 3, pardon. Contrat de relance de logement entre l'État, la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et les communes volontaires. Alors, on a été sollicité assez récemment sur effectivement le contrat de relance. Tout est dans la délibération. Hein. Je tiens à dire qu'effectivement, il était marqué que le contrat de relance était en annexe, mais tout est dans la délibération. Mais vous avez sur table, vous avez eu la distribution de ce qui a été prévu. Mais donc vous l'avez. L'idée, c'est effectivement d'aider à la construction de logements. Et donc l'aide apportée est d'un montant de 1 500 € par logement, avec un bonus de 500 logements qui est accordé pour les opérations de transformation de bureaux ou de locaux d'activité en logement. Alors, on n'a pas ce cas de figure sur la commune. Lors d'une séance du 14 février 2022, donc, le Conseil communautaire a autorisé son président à signer le contrat de relance du logement et la ville de Pomponne avait donc fixé, lors de cette délibération, pour composer l'ensemble des villes répondant à ces critères et souhaitant faire partie de l'aide, 89 logements, dont 79 qui ouvraient droit à une aide. Donc ce sont donc le chiffre qu'on a mentionné et qui a été validé par la communauté d'agglo, avant qu'on puisse le valider aujourd'hui, ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci. Alors, je pense que le document précise des choses qui ne sont pas dans la délibération, à mon sens, et je vais revenir dessus. Mais après, avec un peu d'astuce, comme le conseil communautaire, le bureau communautaire était cité, comme on reçoit toutes les semaines, enfin, à chaque fois qu'il y a une instance, pour ceux qui téléchargent, vous pouvez retrouver, et donc j'ai retrouvé le contrat d'engagement via ce canal. Donc merci de nous le déposer, mais vous pouvez avoir l'information. Alors en revanche, moi, monsieur le maire, je lis par rapport aux objectifs de production de logement pour Pomponne 183 et 79 logements qui ouvrent droit à une aide, hein, pour un total d'une aide prévisionnelle de 118 500 €. Et je me pose la question, c'est quoi ces 183 logements et les 79? Ça concerne quel projet immobilier? Alors, il y a une modification en séance où justement c'était 89 logements et 60... Parce qu'en fait, je n'allais pas dire comme d'habitude, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut avoir une double lecture de chaque document qui nous est envoyé et aucun des premiers chiffres envoyés par toutes les communes n'était valable. Donc il nous a fallu une explication de texte. Et fort de cette explication de texte, nous sommes revenus à un nombre de logements éligibles de 79 logements. De 89 logements avec 79 logements ouvrant droit à une aide. D'accord, et du coup, ces 89, c'est quel projet immobilier? C'est diffus ou Alors, il y a du diffus pour une dizaine de logements environ, et le projet immobilier qui est surtout fléché dans ce chiffre-là, c'est le projet qui est au 61-67 rue de Paris. Donc le projet en cours d'instruction? Il est en cours d'instruction, il a été déposé, donc il rentrait dans les critères, dans tous les critères qui sont définis dans la note, à la fois de densité, parce qu'il fallait une certaine densité, et en plus le critère de date, parce qu'il fallait qu'il soit délivré entre telle et telle date. Je crois entre 31 août 2021 ou 31 septembre 2021 et août 2022. Je vais vous dire exactement. Entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Merci. S'il vous plaît. Oui, Christophe Prudhomme. Si
si on lit le tableau, donc 89 logements, c'est le total, Oui. et 79 logements, c'est du social. Alors, c'est comme ça qu'on l'a interprété dans un premier temps, mais en fait, non. D'accord. Non, c'est ouvrant droit à une aide, c'est-à-dire correspondant aux critères qui sont définis, à la fois de densité de 0,8, je crois, et issu de permis de construire, créant plus de 2 logements, parce que les autres, on les enlève. Donc non, c'est pas que du social. Non, parce que si on publie ça et qu'on regarde ça, que les gens le regardent, on pourrait croire que du coup, suite à la phrase précédente, rue de Paris, on va avoir 79 logements sociaux en plus. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, si on l'interprète de la façon de la phrase et du déroulé qu'il y a eu juste avant, plus le tableau, ça pourrait préciser. C'est pour ça que C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre logement aidé dans le cadre du plan de relance et logement aidé. Oui, vu que sur les tableaux, c'est marqué social, on va dire, on peut vite confondre. Eh bien, vous avez raison de poser la question. Je reprécise, ces 79 logements ne sont pas tous sociaux. Merci. Je vous propose d'approuver ce contrat de relance du logement. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 4, ça rejoint un peu effectivement les actualités. C'est un point que nous avons effectivement ajouté dernièrement. C'est une aide financière pour le peuple ukrainien. Je vous propose au vote au conseil municipal que nous apportions une aide financière au-delà de notre action, quotidienne avec les élus, les agents pour fédérer les dons et toute la logistique qui va derrière. Nous proposons de faire donc un don à la Croix-Rouge, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pourquoi la Croix-Rouge? Parce que avec Fanny Billy, on nous a expliqué qu'il était aussi plus rapide par les antennes locales de pouvoir donner un don qui était tout de suite profitable sur place, en l'occurrence en Pologne ou en Roumanie à la frontière. Donc si vous en êtes d'accord, ce que je vous propose, on n'a pas mis le montant parce que je voulais qu'on discute du montant. Je trouverais raisonnable et en même temps significatif de proposer un montant de 1 000 euros. Voilà. 1000, plus loin, 1 000 euros. 1 et 3 euros. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Monsieur Jean-Marc Siozac pour le point suivant. Bien, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, donc je vais vous faire lecture du rapport d'orientation budgétaire, car comme il se doit dans une commune de plus de 3500 habitants, nous avons à présenter ce rapport, sachant, je vous rappelle quelques dates, puisque le budget primitif 2022 doit être voté avant le 15 avril, et les comptes administratifs 2021 doivent l'être avant le 30 juin, et un rapport d'orientation budgétaire doit être présenté dans les 2 mois avant le vote du budget primitif, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, ce rapport d'orientation budgétaire fait 18 pages, je vous épargnerai les premières pages, contrairement à l'année dernière, mais l'expérience étant, je vous laisse le soin bien sûr de les consulter, sachant qu'en plus, ce rapport d'orientation budgétaire a été rédigé depuis un certain temps avant les événements d'Ukraine. Donc malheureusement, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses vont probablement changer. Ce qu'il faut en tous les cas noter aujourd'hui, si on veut faire un rapide résumé du contexte économique mondial, européen et français, puisque tout est lié bien évidemment, il faut retenir qu'on a une inflation qui a plutôt tendance à augmenter, et donc probablement un pouvoir d'achat qui baissera. Et quand on parle d'augmentation de l'inflation, on ne parle pas que de l'énergie, qui est bien évidemment
un point très important, comme le mentionnait Monsieur le maire, mais on parle de toutes les denrées, d'ailleurs, qui peuvent être primaires, alimentaires et quotidiennes. Donc c'est quelque chose dont il faut bien évidemment tenir compte dans la situation des Pomponnais et puis bien évidemment dans la gestion du budget de la commune. Et il faut aussi retenir que l'État a fait face depuis maintenant 2 ans à un certain nombre d'événements tels que le confinement, les événements liés à la crise sanitaire, le Covid, et a mis beaucoup d'argent pour soutenir l'économie. Et sans être prédicateur, mais il faut bien évidemment s'attendre à ce qu'un jour il faille rembourser toutes ces dettes, puisque la dette représente plus de 110%, voire 115% du PIB. Donc voilà, c'est simplement pour planter un peu le décor de la situation économique dont il faut tenir compte quand bien sûr on bâtit le budget. Vous verrez que ça peut en effet avoir des conséquences. En ce qui concerne la loi de finances 2022, qui a été encore une fois votée avant les événements qu'on connaît, les modifications pour les collectivités sont plutôt très légères, puisque les lois de finances précédentes ont été beaucoup plus impactantes pour les collectivités territoriales, notamment à travers la suppression annoncée de la taxe d'habitation, qui n'est encore une fois pas terminée, puisque je vous rappelle qu'il y a encore 20% des gens qui la payent cette année. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de constater que la marge de manœuvre sur laquelle les communes peuvent jouer, à part bien évidemment les dépenses, mais je viens de vous dire encore une fois que les dépenses sont liées à un contexte économique mondial qui n'est pas évident. On n'a pas beaucoup de manœuvres sur ce qui concerne les recettes, puisque on n'a plus la main sur la taxe d'habitation des résidences principales. On continuera à l'avoir sur la taxe foncière et puis sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. Dernier lieu et dernier point concernant la loi de finances, qui concerne plutôt la comptabilité des communautés territoriales. Nous sommes dans une comptabilité aujourd'hui qui s'appelle la comptabilité M14. Il y a un petit chamboulement qui intervient, mais qui est connu depuis maintenant un certain temps, puisque nous serons obligés à 2024 maximum de passer en M57, qui est une nouvelle comptabilité qui bouleverse beaucoup de choses, puisqu'il n'y aura plus de budget de fonctionnement et d'investissement, ça sera un budget commun. Et puis, bien sûr, comme on ne fait jamais simple, tous les articles vont changer, les numéros d'articles, donc ça va être aussi un gros travail auquel on se prépare. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on est en train de faire évoluer notre logiciel comptable à la mairie pour pouvoir passer automatiquement de la M14 en M57. Et c'est très important parce que si on ne prévoit pas cela, ça veut dire qu'il faudra qu'on fasse tout à la main, ce qui est absolument inenvisageable. Donc, je vous propose de passer directement en page 10, où je me sens quand même beaucoup plus à l'aise que les pages précédentes sur l'économie mondiale, où je ne peux pas faire grand-chose, et de vous parler de la situation financière de notre collectivité. Donc le débat d'orientation budgétaire est un moment important, où l'on discute, où l'on échange ensemble sur les grandes lignes du budget primitif, qui sera voté le 5 avril prochain. Je tiens aussi à préciser que nous avons eu l'occasion de travailler en commission finances sur, en effet, ces grands axes que l'on vous propose ce soir. Donc le budget repose, comme je vous le disais, sur une section de fonctionnement, comme vous le savez, une section d'investissement qui doivent être bien évidemment tous les deux équilibrés. Et si tant est que nous avons des excédents budgétaires au niveau du budget fonctionnement, ils sont bien reportés sur le budget d'investissement, dans la proportion de ce que l'on choisit, comme on l'a fait l'année dernière. Alors sur l'état budgétaire 2021, je voulais faire un préambule qui est très important, c'est que nous avons quand même vécu une année 2021 particulièrement difficile, avec des mouvements de personnel, dont le départ du comptable, le départ du DRH Finance, l'arrivée de sa remplaçante qui s'est rapidement retrouvée en arrêt maladie, je pense comptable,
remplaçant du comptable. Et on a trouvé une comptable, mais qui malheureusement a été en arrêt maladie et qui a quitté nos services dernièrement. Il y a eu aussi un événement important, c'est le transfert du service de gestion comptable aux trésoreries de Bussy-Saint-Georges à Chelles. Cela n'a pas facilité les choses pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont été aussi très désorganisés, parce que ce transfert n'a pas été sans douleur. Et puis la deuxième, c'est qu'ils ont une façon de travailler à Chelles qui est complètement différente de celle de Bussy, ce qui fait qu'il y a eu un temps d'adaptation, et notamment sur des rejets d'écriture, et ça a généré du travail en plus. Alors, malgré cela, nous avons fait face, et je tiens vraiment ici à remercier notre nouvelle responsable RH Finance, Abigail Salakou-Michette, qui a fait un travail extraordinaire qui permet ce soir de vous présenter un rapport d'orientation budgétaire, comme vous allez le voir. La vision que nous vous proposons ici est le reflet de ce que nous voyons de nos finances fin 2021, bien évidemment. Nous vous présentons une situation technique telle qu'elle apparaît dans notre système comptable. Néanmoins, il y a encore des ajustements qui seront nécessaires afin de présenter définitivement le budget 2021. Nous avons encore des ajustements, des imputations et des corrections à effectuer. Avec la nouvelle équipe comptable, nous avons malheureusement, c'est malheureusement ou heureusement dans le fond de changer, ça permet d'avoir un œil neuf, mais nous avons découvert des erreurs d'écriture, des erreurs d'affectation comptable enregistrées les années précédentes. Ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on est en train de remettre tout à plat pour qu'on puisse comparer, faire de la comptabilité, faire une analyse, une comptabilité analytique entre ce qu'on a dépensé et ce qu'on dépensera, ou ce qu'on veut dépenser, en mettant les dépenses aux bonnes affectations. Donc nous sommes en train de corriger ces erreurs d'imputation en parfaite harmonie avec la trésorerie. Malheureusement, cela demande du temps, et nous ne voulons pas agir avec précipitation en présentant un budget dont l'image serait erronée. Nous souhaitons travailler en totale transparence. Excusez-moi. Et c'est pourquoi nous procéderons au vote du compte administratif 2021 avant le 30 juin de cette année, comme la loi nous y autorise. Donc vous avez bien compris qu'on préfère travailler sereinement plutôt que de montrer des chiffres qui sont comme dans les années précédentes, pas loin, enfin pas assez loin de la réalité, même si le bas de page reste à changer, je vous rassure. Nous nous inscrivons ici dans une démarche de fiabilisation et de redressement, tant administratif que financier. Il n'est pas question de présenter des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité de par de mauvaises affectations, et ce travail nous permettra de travailler plus sérieusement, plus sereinement et plus sûrement dans les années à venir pour, espérons-le, présenter des chiffres en début d'année pour l'année en cours. Néanmoins, malgré cela, nous sommes en totale capacité aujourd'hui de vous présenter les grandes lignes de notre réalisation budgétaire 2021, mais surtout de vous donner une vision du budget 2022 que nous voterons encore une fois le 5 avril. Alors pour ce qui concerne le budget de fonctionnement, tout d'abord il faut retenir que nous avons tenu nos engagements 2021 en maîtrisant nos dépenses. Oui, car au-delà de bien sûr les ajustements dont je vous parle, les comptes de la commune sont plutôt excellents puisqu'ils seront excédentaires tant au niveau fonctionnement qu'investissement. Donc voilà. Cette promesse d'engagement de dépenses consistait, rappelez-vous, à remettre à niveau l'entretien de la commune, et nous l'avons fait sous l'impulsion de notre adjointe de cadre de vie, Laurence Audibert. Nous avons fait mieux que prévu puisque nous arrivons même à sortir un bénéfice sur l'exercice 2021, alors que nous avons dépensé plus de charges générales en 2021 qu'en 2020. Et nous avions prévu de faire un équilibre, et nous aurons un excédent. En effet, pour 2021, nous avions convenu des dépenses suivantes: entretien des espaces verts pour améliorer notre cadre de vie. Cela a été réalisé. Réfection de bâtiments publics qui tombaient en désuétude, je pense notamment à certaines toitures, ça a été réalisé aussi. Quant à l'amélioration de la sécurité des poponais en étendant la vidéoprotection à l'ensemble de la commune, nous avons une réelle réflexion en cours sur laquelle nous aurons l'occasion
de revenir, car qui dit extension de la vidéoprotection dit aussi qu'il faut bien évidemment qu'il y ait des gens qui puissent visualiser les vidéos qui sont faites. Et donc là aussi, en tous les cas, là on y travaille, on aura l'occasion d'en reparler. Renforcer la police municipale avec l'embauche d'un ASVP, c'est ce que nous avions dit et nous l'avons fait. Revitaliser notre commune à travers des actions d'animation qui permettront à chacun de se retrouver autour d'événements culturels et sportifs. Là aussi, je pense que la fête de la musique, même humide, a été un beau succès. Et nous encourage en tous les cas à poursuivre. Pour mieux comprendre notre budget de fonctionnement, il semble intéressant de comparer l'année 2021 à l'année 2019. On dira que l'année 2020 est une année un peu entre parenthèses avec les différents confinements que l'on a connus, 2019 étant une année plus de référence. Elle est en effet considérée comme une année normale pour la comparer à 2021, c'est une année pleine en tous les cas. Le premier constat que nous pouvons faire est que nous avons respecté encore une fois notre budget puisque nous ne constatons aucun dépassement de dépenses par chapitre. On n'a jamais convoqué le conseil municipal pour voter des dépassements de budget au niveau des chapitres, chose qui aurait été obligatoire si nous l'avions fait. Donc ça veut dire qu'on a entièrement respecté nos budgets. Et maintenant, je vous propose de nous concentrer donc sur les 3 chapitres les plus importants des dépenses de fonctionnement, les charges générales, les frais de personnel et les autres charges de gestion courante. Donc comme vous pouvez le constater, sur le chapitre de charges à caractère général, nous avions envisagé de dépenser 1 222 000 € et nous avons dépensé 1 043 000 pour 908 000, certes, en 2019, mais nous l'assumons puisque nous l'avions voté. Les charges de personnel restent là aussi maîtrisées, avec un coût à 1 431 000 et j'y reviendrai un peu plus tard. Le 3e chapitre le plus important est donc les charges de gestion courante, dans lequel on a notamment les intérêts d'emprunt. Et pour le coup, on est à 287 000 € pour un budget voté à 336 000. Donc globalement, un budget qui se tient. On doit encore passer quelques écritures, vous le voyez ici, de l'ordre de 27 000 €, même si c'est 30 000 €, c'est pas cela qui remettra en cause la bonne gestion du budget. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que nous avons dépensé moins que ce que nous avions prévu, et bien sûr, plus que ce que nous avions dépensé en 2019, mais en totale connaissance. Sur le chapitre des charges à caractère général, qui est encore une fois le 2e poste le plus important, 5 articles constituent les plus grosses dépenses. Les prestations de services, c'est-à-dire 21% du total des dépenses générales, le nettoyage des locaux, et ça c'est un vrai sujet, puisque le nettoyage des locaux, avec le Covid, nous oblige à être encore plus attentifs, et l'ouverture de la halle des sports nécessite aussi un entretien supplémentaire. Les énergies représentent 13%, les dépenses générales, la voirie 13% et les terrains et bâtiments publics 9%. Vous avez un camembert dans lequel on voit très clairement ces 5 postes qui représentent plus de 60% des dépenses à caractère général. Donc nous avions connu en 2021 des augmentations assez importantes pour certains articles par rapport à 2019, augmentation qui reste maîtrisée et d'ailleurs voulue dans de nombreux cas. C'est notamment le cas des espaces verts qui ont augmenté de près de 50 000 € à travers les élagages, fauchages, mais Laurence pourrait en dire plus que moi sur le sujet, dont nous verrons justement le détail plus bas. Nous avons subi d'autres dépenses comme le nettoyage des locaux, dont l'augmentation est due aux contraintes sanitaires actuelles et à l'ouverture de la des sports, comme je le disais, qui constitue donc une nouvelle charge. C'est aussi le cas de la réfection des bâtiments publics pour lequel nous avons dû intervenir, comme la réfection d'une toiture et la création d'une nouvelle classe au groupe scolaire, qui a notamment généré des dépenses de peinture de plus de 13 000 € et aussi du mobilier supplémentaire. Dans ce contexte, 2 postes ont mobilisé plus de 20% des dépenses générales. Comme je le disais, l'entretien des espaces verts avec une dépense réelle de 133 000 € sur donc le 1 043 000 € de dépenses de charge générale. 64 600 pour l'entretien courant, tonte, fauchage, 22 400 € pour les lagages
Et une chose qui était assez importante, qui est 23 800 € pour le curage des fossés de la Pompolette, pour faire face à des intempéries. Il faut savoir que ces fossés n'ont jamais été entretenus. Et donc on génère énormément de problèmes quand il y a des fortes pluies et notamment donc des inondations. Donc il y avait urgence, bien sûr, pour curer ces fossés. La voirie, avec une dépense de 100 000 €, 52 000 € pour le balayage des voies, 23 000 € à destination d'Eiffage pour l'éclairage des rues et 21 000 € pour des agents voirie en vue de remettre à niveau les routes. Il est important de noter ici que dans le chapitre 11 des charges à caractère général, les honoraires d'avocat ou d'études représentent une dépense totale de 31 000 € de par un certain nombre d'actions qui ont été menées à travers les promotions immobilières qui sont en route sur Pomponne. Le budget communication animation n'a quant à lui pas dépassé les 45 000 €, dont les dépenses sont ici sous vos yeux dans ce tableau-là, avec le marché de Noël, le spectacle de fin d'année, la fête de la musique, des banderoles qui étaient nécessaires pour promouvoir tout cela, le magazine municipal, les cartes de vœux, les frais de représentation, voilà, un certain nombre de dépenses qui ont généré 45 000 € sur un budget global du budget de fonctionnement, sur un budget de 3 millions d'euros. En ce qui concerne le chapitre 12, qui constitue les frais de personnel et qui est le plus important, il reste lui aussi maîtrisé avec une légère augmentation par rapport à 2019, essentiellement due à des ajustements réglementaires. Vous savez que de toute façon, c'est malheureusement là aussi un budget sur lequel bien sûr on a la main à travers le nombre d'employés qu'on peut avoir, d'agents qu'on a, mais c'est aussi, il y a des augmentations réglementaires que l'on est obligé de respecter et qui génèrent ces augmentations de budget. Bon, les frais de personnel restent à un niveau très bas, et probablement trop bas, nous y reviendrons. En effet, ceci représente que 51% du total des dépenses de fonctionnement, contre 52% en 2019 et 53% en 2020. Il est à noter que ce pourcentage est de l'ordre de 55% au niveau national, mais là aussi, nous y reviendrons. Donc ensuite, les charges générales représentent 37% et les autres charges 12% de notre budget. Alors en conclusion, pour ce qui concerne le budget de fonctionnement, nous arrivons à maîtriser nos dépenses sans avoir malheureusement beaucoup de marge de manœuvre. Notre commune de plus de 4000 habitants n'a certainement pas les ressources qu'elle mérite, nous le savons tous, et elle doit faire face à des contraintes importantes. Une étendue territoriale qui coûte très cher à entretenir, un sous-effectif important pour faire face aux contraintes administratives. Il faut savoir que dans toutes les communes, on a les mêmes contraintes. Alors, que vous soyez 3500 ou 10 000 habitants, les contraintes sont les mêmes. À l'entretien des infrastructures, des ambitions difficiles à assumer. Je pense là aux contraintes administratives, bien évidemment. Les recettes de fonctionnement. Alors, certaines écritures restent encore à passer. Et ça, c'est plutôt la très bonne nouvelle, puisqu'on estime à 400 000 € les écritures que l'on doit encore passer sur les recettes de fonctionnement qui viendront ainsi générer un excédent budgétaire qu'on estime à l'ordre de 300-400 000 € en 2021, dont on pourra reporter une partie sur le budget investissement. C'est le but. Alors vous pouvez noter ici que les impôts collectés représentent plus de 70% de nos recettes de fonctionnement en 2021, contre 66% en 2019. Notre épargne de gestion, elle, a tendance à baisser car les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes de fonctionnement, mais nous arrivons à faire face à notre endettement, puisque l'épargne nous permet de faire face à cela grâce à notre résultat positif de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle nous devons faire malgré tout des économies importantes, car on est quand même sur un fil, si nous voulons financer une partie de nos investissements à venir. Vous avez bien compris qu'au-delà des subventions qu'on peut avoir sur des investissements, on le verra, on ne peut pas, de toute façon les subventions ne représentent jamais plus de 70% des investissements, donc il faut bien qu'on finance par notre budget fonctionnement et la façon dont on gère la mairie ces investissements. En ce qui concerne le budget investissement, là c'est beaucoup plus compliqué de comparer 2021 à 2019, étant donné que
nous supportions encore en 2019 les dépenses inhérentes à la halle des sports. Alors, les dépenses d'une part et subventions d'autre part avec les décalages qu'il y a. De plus, l'extension du groupe scolaire tarde à se lancer malgré les accords de subvention que nous avons obtenus. C'est la raison pour laquelle le réel 2021 est très loin de ce que nous avons pu constater en 2019 et de ce que nous avions prévu en 2021. Vous voyez bien qu'en effet, on avait notamment prévu en immobilisation corporelle 1 267 000 € et les immobilisations n'ont atteint en fin de compte que 524 000 €. Nous sommes encore en attente de 164 500 € de règlement de taxes d'aménagement. Ça, c'est une vraie aubaine pour nous, en effet, puisque c'est aussi un des bons moyens d'avoir des revenus. Et avec les promotions qui vont arriver, c'est aussi des recettes que l'on va pouvoir entrer. Je rappelle que les taxes d'aménagement sont, comme elle l'indique, elles sont faites aussi pour permettre à la commune de se structurer en fonction des logements supplémentaires que nous avons. Alors, pour compléter cette analyse, nous avions envisagé en 2021 deux projets importants que nous n'avons pas pu réaliser. Je parlais tout à l'heure de l'extension de la vidéoprotection. Alors nous avons préféré suspendre ce projet en attendant d'aller plus loin sur l'avenir de notre police municipale. En effet, ce projet ne consiste pas à mettre uniquement des caméras en ville, comme je le disais, il faut que quelqu'un puisse visualiser ce que nous filmons. Or, c'est le rôle de la police municipale. Nous avons entamé une réflexion pour travailler avec des communes limitrophes en vue de mettre en commun ce service important pour la sécurité de la population. Ça fait l'objet de nombreux débats chez nous, au sein de l'équipe, et il s'avère qu'il nous semble plus judicieux de mettre en commun nos forces avec d'autres communes plutôt que de vouloir se battre tout seul avec 2 ou 3 personnes qui malheureusement ne peuvent pas faire face à ce que nous pourrions espérer. Et puis le deuxième projet que nous n'avons pas pu réaliser, c'est l'éclairage public, qui est un vaste sujet sur lequel nous dépendons de la société Eiffage, qui a remporté le marché, et nous gardons ce sujet dans nos investissements, et en l'occurrence cette année, sachant que nous avons commencé à travailler dans le même temps sur la possibilité de récupérer des subventions, même si dans ce domaine-là, ce n'est pas des ce qu'il y a de plus simple, puisqu'il y a des normes écologiques qu'il faut mesurer, enfin, il y a beaucoup de normes, les dossiers sont assez compliqués, et pour cela, nous nous ferons aider du cabinet Finances et Territoires, avec qui nous avons signé un accord pour pouvoir aller chercher des subventions. Mais nous resterons prudents dans la construction du budget primitif 2022, puisque nous mettrons, comme on l'a fait en 2021, la dépense, mais nous ne mettrons pas la subvention, ne sachant pas combien nous aurions, ça sera que du plus pour nous. Et on estime qu'on l'autofinancera en espérant qu'on ait beaucoup de subventions à venir. Nous avons tout de même suivi nos principales prévisions d'investissement, avec l'achat d'un Piaggio pour entretenir les ruelles, l'achat d'une Citroën Ami pour la SVP, et dans le fond, on bien nous en a pris quand on voit l'augmentation des carburants aujourd'hui, l'achat d'une cuve à eau, si chère à Laurence Olivier. Nos recettes d'investissement sont bien évidemment en retrait par rapport à nos prévisions, puisqu'ayant réalisé moins d'investissements, nous n'avons pas reçu les subventions inhérentes à ceci. Alors, en termes de résultats, nous pouvons donc nous réjouir du résultat 2021, puisque sans tenir compte des résultats des exercices antérieurs, nous atterrissons au-dessus de l'équilibre au niveau de notre budget de fonctionnement et un résultat très positif au niveau de notre budget d'investissement. En tenant compte des résultats antérieurs reportés, nos bénéfices totaux mériteront que nous entamions une réflexion en commission finances, comme je l'ai annoncé, en vue de financer nos investissements futurs. Donc là, on a une vraie marge pour pouvoir payer cash, je dirais, les investissements sans avoir à endetter la commune, ce qui a encore une fois été fait en 2021, puisque la dette n'a pas bougé, elle est toujours constituée de 4 prêts contractés à 2 périodes différentes pour 2 investissements majeurs, la rénovation de la mairie, la halle des sports en son temps, et il est à noter qu'un premier prêt se termine en 2022, et nous allons analyser l'opportunité de contracter ou non un nouveau prêt dans le cadre de l'extension du groupe scolaire, mais je vais y venir. Voilà pour ce qui concerne les grandes lignes du compte 2021.
Je vous propose maintenant de passer aux grandes orientations pour 2022, en partant déjà des perspectives de recettes qui restent en légère hausse. On reste dans un trend plutôt positif, toujours fourni par la DGFiP. Et donc vous voyez que les prévisions de recettes ne progressent pas énormément, mais elles ne diminuent pas. Alors, je viens de vous présenter les bons résultats de notre exercice 2021. Et avant de vous présenter le mois prochain les détails de notre budget primitif 2022, nous souhaitons vous exposer ce vers quoi nous souhaitons tendre. Alors ne soyez pas surpris de ne pas avoir des chiffres qui sont actuellement en construction, mais l'objectif d'un débat d'orientation budgétaire est bien de débattre sur les orientations vers lesquelles nous souhaitons tendre pour l'année en cours. Et je propose donc de scinder cette réflexion en deux parties: les orientations du budget de fonctionnement d'une part, et nos investissements d'autre part. Alors, sur le fonctionnement, comme mentionné précédemment, nos marges de manœuvre sont limitées. Nous pouvons bien évidemment travailler sur le chapitre 11, charge à caractère général, pour faire des économies. Et nous allons devoir en faire, car nous sommes tributaires d'incertitudes sur le prix des énergies et notamment du gaz. Alors certes, on pourra tenter, et Monsieur le maire a bien précisé que nous lancions un plan d'économie pour Pomponne, très structuré, où nous allons essayer de trouver toutes les sources d'économie que nous pourrons faire. Mais quand vous avez un prix du gaz qui risque d'être multiplié par 6 ou par 7, il ne faut pas s'attendre et on ne va pas couper le gaz quand même. Donc certaines mesures de restriction énergétique vont devoir être prises. Bon, restriction, j'aime pas trop ça, mais bon, de réduction énergétique, dirons-nous. Je ne serais pas comme certains candidats qui disent qu'il faut mettre 2 degrés de moins de chauffage, mais vont devoir être prises comme la réduction des horaires d'éclairage public, par exemple. Et une campagne de prévention devra être lancée auprès des agents de la mairie pour diminuer la consommation électrique ou de chauffage. Néanmoins, nous devons trouver des pistes d'économie. Certains postes feront l'objet de réduction de dépenses, comme l'entretien des voiries et des espaces verts. C'est-à-dire qu'on va essayer, dans ce domaine-là, d'apporter toujours un service efficace en mesurant l'investissement, la dépense que celle-ci occasionne. L'objectif est de se rapprocher du niveau de dépenses enregistré en 2019 à moins de 1 million d'euros. Dans le même esprit, les subventions aux associations seront limitées à la somme de 15 000 euros en 2022. Et il nous reste encore à affiner la contribution de la commune au CCAS, sachant que nous avons versé la somme de 18 420 euros en 2021 et que à l'occasion de la commission qu'animera Marie-Agnès, elle montrera les comptes où il y a de la réserve. Dans un but de simplifier le process de suivi des budgets, nous avons aussi décidé d'intégrer les dépenses de la caisse des écoles dans le budget de la commune. C'est-à-dire qu'au moins on maîtrisera toutes les dépenses, il n'y en aura pas partout. Il y en a dans la caisse des écoles et il y en a aussi dans celui de la commune. Au moins on met tout dans la commune. Cela n'aura aucune incidence sur le niveau du budget, mais cela évitera de devoir gérer à part une régie qui mobilise plus de temps alors qu'il est plus simple de le faire dans le cadre de la gestion du budget de la commune, comme ça se fait dans beaucoup de communes. Dans un second temps, nous allons devoir revoir, je dirais, l'optimisation des services administratifs, toujours dans un but d'apporter un meilleur service aux Pomponnais. Et donc, nous avons en effet constaté une certaine fragilité due à un sous-effectif évident de la part des agents. Un ajustement de l'organisation des services de la mairie s'impose donc toujours en vue d'apporter le service que les Pomponnais sont en droit d'exiger et qu'ils n'ont peut-être pas toujours de par la disponibilité de nos agents. Il s'agit tout simplement de consolider et d'optimiser l'organisation des services dans le respect du travail de chacun et en ajustant les impacts salariaux. C'est la raison pour laquelle nous envisageons une augmentation des dépenses de personnel de l'ordre de 180 000 euros qui peuvent ainsi répondre à ce besoin de stabiliser les effectifs et de les staffer à la hauteur de ce que l'on doit faire pour, encore une fois, les Pomponnais. On ne peut pas tout sacrifier et tout
tout économiser sous prétexte qu'il faut faire moins de dépenses. Il faut quand même qu'on respecte le travail de chacun. L'objectif, encore une fois, de cette mesure est d'apporter un meilleur service aux Pomponais en se rendant notamment plus disponible. Nous espérons travailler ainsi dans de meilleures conditions pour mener les actions réglementaires et pour rechercher des sources d'économie en analysant de manière plus précise nos achats. Si on a des gens qui peuvent analyser, réfléchir sur les marchés que l'on prend, sur les négociations qu'on peut avoir avec certains fournisseurs, il y a des pistes d'économie qui sont importantes et intéressantes, mais cela ne peut se faire que si on a le temps de le faire et de ne pas travailler comme on le fait dans la précipitation. Des priorités seront clairement définies avec un renforcement du pôle administratif qui est aujourd'hui largement sous-staffé pour les raisons que je viens d'indiquer, une réflexion sur la mise en commun de nos moyens avec d'autres communes en termes de police municipale pourrait finir par nous permettre de gagner en efficacité sans dépenser plus et voire même moins. Nous allons aussi entamer une étude pour externaliser les services de la cantine de manière à certes faire des économies en apportant le même service, et nous y serons très attentifs, bien évidemment. Il n'est pas question de aussi faire plus d'économies sans apporter le même, voire plus de services aux Pomponais. En ce qui concerne l'investissement, lors du débat d'orientation budgétaire 2021, nous avions présenté donc les investissements suivants: la mise en accessibilité du groupe scolaire, l'extension de la cantine, l'éclairage public. Cette année sera, je mets la bonne, oui, pour le démarrage des travaux d'extension du groupe scolaire, qui en effet devrait démarrer au mois de juillet, si tout va bien. Mais là aussi, on est encore une fois tributaire d'une conjoncture qui n'est pas simple, et les entreprises ne se précipitent pas non plus aujourd'hui de par la pénurie d'un certain nombre de matières premières. Alors sur un investissement total de 2 263 000 à ce jour, j'insiste à dire à ce jour, parce qu'il y a aussi là une inflation des prix, nous allons devoir, selon le plan de trésorerie, verser 1 587 000 euros en 2022, puisque les travaux vont démarrer, les tranches vont démarrer, on va avoir des appels de fonds à verser. Ces appels de fonds représenteront 1 587 000. On va engager une première demande de récupération de subventions à hauteur de 489 000 qui nous sera peut-être versée cette année, ou qui le sera l'année prochaine, mais c'est à tenir compte. Et donc, vous avez bien compris que pour faire face à ce décalage et à ces appels de fonds, on va avoir un décalage aussi au niveau de la récupération de TVA, et un décalage entre ce que nous allons payer et le moment où nous allons recevoir les subventions. Nous allons devoir contracter une ligne de trésorerie. On en reparlera aussi en commission finance. La logique voudrait qu'on contracte une ligne de trésorerie de 1 500 000 euros, dont le taux devrait se situer aux alentours de 0,25 sur l'utilisation uniquement. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser ces 1 500 000 euros, qui n'apparaîtront d'ailleurs pas dans les comptes de la commune. C'est une sorte de ligne d'un découvert, une facilité de caisse, donc ça n'apparaît pas dans les comptes de la commune, même s'il faut quand même payer les intérêts, enfin 0,25, encore que ça a peut-être un peu augmenté, mais il faut savoir que les taux aujourd'hui augmentent, mais c'est plutôt les taux moyens et long terme qui augmentent, les taux court terme ne bougent pas trop. Donc espérons que ça continue. Donc nous débloquerons les fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Une commission de 0,10 est due sur la partie non utilisée. Tous ces pourcentages, bien sûr, resteront à confirmer suite à la négociation qu'on aura avec la banque. Nous devrons aussi assurer l'achat d'un terrain avec Maison, qui est à côté, juste à côté de la mairie, du général Leclerc, que la mairie a souhaité préempter, pour un montant de 330 000 euros. Là aussi, nous aurons l'occasion d'en parler en commission finance, car nous avons la trésorerie pour assumer cet achat au comptant. En termes d'investissement, nous reconduisons notre souhait d'améliorer l'éclairage public en reportant en 2022 les 300 et quelques mille euros que nous avions prévus en 2021. Dans une moindre importance,
nous allons devoir remplacer des matériels informatiques devenus obsolètes puisqu'ils sont encore sous Windows 7. Et nous allons à cette occasion équiper certains postes de travail, je dis bien certains postes de travail, pas tous, de portables en prévision des cas d'éventualité de télétravail. Réflexion plus globale en cours sur ce sujet et qui dépend principalement de la nature du travail, bien sûr, et de la mission des agents. Cet investissement avoisinerait 20 000 euros, vous voyez ici apparaît 36 000 euros, puisque j'ai intégré par erreur, mais ce n'est pas grave, le renouvellement annuel de notre licence du logiciel comptable. Et donc, oui, en tenant compte de l'obligation de faire évoluer notre logiciel comptable. Mais l'investissement informatique pur est de 20 000 euros pour le changement des postes et des ordinateurs. De plus, notre commune a été retenue pour percevoir une subvention dans le cadre d'un projet numérique pour l'école, et en concertation avec la directrice de l'école, nous allons équiper celle-ci d'écrans digitaux et de PC portables pour les enseignants. Le montant de cet investissement s'élève au total à environ 35 000 euros pour une subvention de 70%, et donc le reste à charge pour la commune sera de 10 000 euros. C'est quand même une belle opportunité d'avoir remporté, en tous les cas, cette subvention. Et même si ce n'était pas du tout dans nos prévisions 2021, à l'époque, on a sauté sur cette occasion quand on nous a appris que nous avions été retenus. Et donc, comme je le mentionnais, nous aurons l'occasion de rentrer plus dans le détail de ces prévisions budgétaires lors du vote du budget primitif, après en avoir discuté en commission finances qui se tiendra le 24 mars. Et ce que je souhaitais en tous les cas ce soir, c'était de vous faire part de ces orientations que nous souhaitons prendre, qui sont en tous les cas basées sur 3 points qui conditionnent la construction de notre budget. Économie sur les charges générales, consolider, optimiser l'organisation des services en vue d'être plus efficace et de faire, pourquoi pas, en effet, des économies sur un certain nombre de postes, et lancement des travaux du groupe scolaire qui va être quand même, qui va bien nous occuper pendant cette année et l'année prochaine. Alors même si ces chiffres montrent une gestion maîtrisée, nous devons rester bien évidemment vigilants, vous l'avez bien compris, et il est aussi important de noter que les différentes constructions qui vont voir le jour dans les toutes prochaines années généreront des revenus supplémentaires pour la commune, par le biais notamment de la taxe d'aménagement, on a aussi la taxe d'occupation de la voie. Et ces revenus pourront financer des infrastructures permettant d'accueillir les nouveaux habitants, tout simplement pour dire que de belles perspectives s'annoncent pour faire évoluer notre commune. Je vous remercie beaucoup. Merci Jean-Marc. Pour nous, c'était très clair. Est-ce que vous avez des questions ? Jean-Marc Langeco. Alors, quelques questions, remarques, etc. Bon, je vais surtout parler de 2022, en fait, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Alors, moi j'avoue qu'il y a une logique que je ne comprends pas totalement, parce que la présentation, elle part sur le fait qu'il y a des inconnus, et en particulier sur tout ce qui est tarif d'énergie, de l'énergie. Bon, ça, je pense que personne ne va le contester. Et que donc, du coup, il faut chercher à faire des économies pour compenser au moins une partie de cette évolution défavorable du coût de l'énergie. Donc on cite un certain nombre de trucs, hein, on limite les subventions aux associations, on revoit éventuellement ce qui concerne le CCAS, on va chercher des pistes d'économie, on va demander aux agents municipaux s'ils ont des idées, etc. Donc tout ça, bon, très bien, j'ai pas de remarques particulières. Par contre, après, immédiatement après, on dit qu'on va devoir revoir à la hausse les frais de personnel. Là, on cite un chiffre de 180 000 euros. Donc, c'est pas en limitant le budget des associations à 15 000 euros que ça va changer grand-chose. Hein. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et ce qui m'étonne, c'est que, parce qu'à la limite, investir
dans des frais de personnel, si ça permet de dégager par ailleurs des économies, pourquoi pas? Ou si ça permet d'améliorer significativement le service rendu aux Pomponais, et à ce moment-là, ça doit être mesuré aussi. Or, tel que c'est présenté aujourd'hui, j'avais d'ailleurs fait la même remarque, je crois, en commission, hein, donc ce que je dis n'est pas nouveau, j'ai du mal à faire le lien entre un investissement qui va être durable en plus, parce que si on met 180 000 € de plus en frais de personnel, c'est pas du one shot, ça va durer, ça sera reproduit probablement les années suivantes. Et comme je ne vois pas en face qu'est-ce que ça va permettre de gagner, tout en étant dans un contexte dans lequel il faut rechercher des économies, j'ai du mal à trouver la logique. Voilà. Alors après, bon, il y a des pistes qui peuvent être intéressantes. La mise en commun des moyens, notamment sur la police municipale, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué, pourquoi pas. Externalisation des services de la cantine, pourquoi pas aussi, hein, si ça permet de faire des économies. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais encore une fois, la logique, elle ne transparaît pas du tout dans cette présentation. Alors un deuxième point que j'avais également évoqué en commission, ça concerne l'investissement. Parce que moi j'avais retenu, je crois que c'est Jean-Marc Fiozac qui l'avait dit, on n'a pas de problème d'investissement sur Pomponne. D'ailleurs, au passage, en 2021, Jean-Marc, tu as dit qu'il y avait un résultat très positif sur le budget d'investissement. Je ne sais pas si c'est positif de ne pas réaliser des investissements. Moi, je ne dirais pas que c'est positif. Quand on fait moins en dépenses de fonctionnement, ça oui, c'est positif. Mais si on ne fait pas l'investissement, c'est soit qu'il était inutile, ce qui n'est pas le cas, hein, probablement, soit que c'est reporté sur un exercice suivant, ce qui n'est plus probablement le cas. Et donc, ce n'est pas nécessairement positif, c'est juste du report. Alors, j'en viens à mes questions sur les investissements. Est-ce qu'il n'y aurait pas des investissements à trouver qui permettraient, par exemple, de réduire les dépenses d'énergie? Alors, pas forcément d'ailleurs sur le même exercice, hein, parce que quand on investit, généralement, on récupère des économies ultérieurement. Mais comme je comprends que notre sujet, c'est pas de réduire à tout prix les investissements, voilà, je pose la question de savoir si on a travaillé cette piste-là qui pourrait être éventuellement intéressante pour la suite. Voilà, bon, ben, c'était les premières questions que j'avais. Alors, je ne sais pas si mes collègues ont envie de compléter, ou si on... Je peux peut-être répondre. Voilà, si vous apportez les réponses au fur et à mesure, quoi. Au fur et à mesure. Moi, j'ai noté 3 points dans ce que tu disais. En effet, on en a débattu en commission finance. Il faut bien se dire que, quelle que soit la conjoncture, quelle que soit la situation économique, la mairie aujourd'hui, pour le vivre au quotidien et pour le vivre depuis 1 an et demi, elle est sous-staffée. Donc il faut se mettre à l'évidence qu'on ne fait pas, on ne décide pas d'embaucher des agents pour se faire plaisir ou pour mettre les gens dans le confort. C'est bien au contraire pour les faire travailler de manière plus efficace. Et en effet, peut-être, et on y reviendra, et on y travaille pour faire des économies, et je le disais, notamment en regardant de plus près les contrats qu'on peut passer avec les fournisseurs. Donc c'est 2 choses qui sont quand même, qui ne sont pas liées. Ensuite, sur les investissements, oui, c'est sûr, on ne peut pas se réjouir de ne pas faire d'investissement. Désolé, le groupe scolaire, c'est quand même le gros morceau des prochaines années, et il n'a pas pu démarrer pour des raisons qu'on connaît. La situation, encore une fois, économique est telle que on peut espérer qu'il démarrera encore une fois cette année, mais on est tributaire de cela, et on ne peut pas, à côté de ça, dépenser de l'argent en se disant on verra bien comment se passe le groupe scolaire. Donc c'est aussi un point important, et je parle là ici de 2 200 000 € TTC, donc vous m'excuserez d'être prudent sur le sujet. Et puis sur les économies d'énergie et les investissements en termes d'économie d'énergie, c'est en effet la raison pour laquelle un groupe de travail a été créé et que l'on a lancé le PEP, le plan économie Pomponne, parce qu'au-delà des économies, il y a des investissements probablement à faire, mais j'ai envie de vous dire, c'est le court terme qui compte. Hein. Les multiplier par 7, c'est pas dans 10 ans pour le gaz, c'est aujourd'hui. Alors si c'est pour qu'on aille mettre notamment des panneaux solaires, on en verra les effets, je ne sais pas quand. Voilà. Mais c'est une réflexion qu'on a. Oui, je vous remercie en tout cas de nous soutenir pour cette réflexion.
Oui, Arnaud Schmitt. Bonjour, merci pour ce document et cette présentation. Je n'ai pas pu être à la commission finance pendant les vacances. Désolé, je m'en excuse et je comprends que la difficulté à sortir le document quand on manque un peu de staff. Par contre, du coup, je l'ai lu et j'ai essayé de trouver ce que j'y cherchais. Et malheureusement, je suis un petit peu resté sur ma faim. Déjà, on parle d'un débat d'orientation budgétaire. Et notre document est encore mentionné rapport d'orientation budgétaire, alors même que la loi date de 2015. C'est un pure logique de forme, mais je crois l'avoir déjà dit en 2020. Mais je le répéterai l'année prochaine, ne vous en doutez pas. N'en doutez pas. Par contre, un débat d'orientation budgétaire doit quand même, et j'ai entendu qu'on aurait un résultat excédentaire, etc. Par contre, je n'ai pas entendu de reprise anticipée de résultats, je n'ai pas entendu le résultat de l'équilibre budgétaire de 2021. Et quand bien même on ne peut pas sortir le compte administratif, je pense que vous avez dû avoir connaissance du compte de gestion du comptable, qui lui arrête justement ces sommes. Et sans ça, en fait, on ne sait pas comment se projeter et comment alimenter, j'allais dire, un débat d'orientation budgétaire qui doit, sous toute logique, prévoir un plan pluriannuel d'investissement, ce que je n'ai pas non plus trouvé sur ce document. Il manque aussi la capacité de désendettement de la collectivité. On a entendu qu'on n'a pas souscrit d'emprunt, donc c'est déjà une bonne chose, mais on voit aussi que le taux d'exécution et de réalisation de l'exercice de l'année dernière est assez pauvre. On comprend qu'on a eu un exercice assez particulier, bouleversé par un contexte environnemental et sanitaire, un environnement sanitaire un petit peu complexe. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un taux de réalisation sur l'exercice 2021 qui est assez pauvre. Ça, je voudrais simplement aussi qu'on puisse se le dire, et ça n'apparaît pas réellement. On voit les reprises, on se félicite de la bonne santé ou du bon équilibre, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas dépensé en 2021. Donc nous n'avons pas investi. Et ça, c'est pas top. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à ce document, c'est qu'effectivement, c'est une feuille de route. Elle a le mérite d'être claire. Il est dommage qu'on ne puisse pas l'appréhender correctement sur les chiffres que nous devrions et que nous devons attendre sur ce document. Je pense, Jean-Marc, que tu l'auras rédigé un peu seul. En tout cas, c'est ce que traduit ces quelques pages. Voilà. Ça n'appelle pas de questions, c'est juste un état de voilà. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux de notre collectivité. Et si pour l'année 2022, et pour éviter qu'on ait des problèmes d'affectation, il fallait voter le budget par article plutôt que par chapitre, quel cas on aurait peut-être plus de soins, et c'est peut-être ce qu'on peut vous proposer d'ailleurs, de voter le budget 2022 par article plutôt que de le faire par chapitre, comme ça au moins on aurait des cases bien définies et vous feriez peut-être seriez moins soumis à des rejets de la trésorerie en 2022. Voilà. Merci. Monsieur Guy. Oui, merci. Moi, je vais pas redire ce que vient de dire Arnaud, parce que je le partage, et les échanges aussi avec Jean-Marc, notamment c'est dit dans l'introduction de ce débat d'orientation budgétaire. On a passé un bon moment sur l'analyse 2021. Je pense que, j'ai plein de questions, mais je les réserve plutôt pour le budget, parce que je pense que du coup, on va être plutôt sur l'analyse 2021. Il y a juste une petite question que j'avais. Lorsqu'on a eu cette présentation du budget, on avait retenu, enfin en tout cas j'avais compris qu'il y allait avoir une action pour renégocier les taux des deux emprunts de 800 et de 1 million, qui étaient de 1,50 et qui vont jusqu'en 2038. Et on se disait que c'était intéressant de les renégocier parce qu'il y avait encore de la marge. Donc je voulais savoir si ça avait été fait. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer la Caisse d'épargne. Et il s'avère que, comme je le disais tout à l'heure, les taux long terme ont plutôt tendance à monter. Donc si c'est 1,50 sur du long terme, c'est très bien aujourd'hui. Oui. Très bien. Oui, mais pardon Jean-Marc, c'était au mois d'avril 2021. Oui. Mais oui, on a discuté avec eux, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des pénalités. Les prêts intègrent des pénalités qui font que l'analyse n'est pas intéressante, mais je pourrais vous la soumettre si vous voulez. La question que je rejoins, je trouve que si vraiment on veut progresser sans avoir un truc à l'euro près, mais qu'on ait vraiment un peu quand même des perspectives chiffrées. Voilà, aujourd'hui, on parle d'économie d'énergie, on parle de la part énergie, le gaz, l'électricité, bon, qu'on ait un peu des chiffres et que derrière ça dégage, c'est quoi les économies qu'on peut envisager. Jean-Marc Longequeux le soulignait en disant voilà, on va peut-être économiser 2 000 à 3 000 euros sur le budget des associations, ok, pourquoi pas, hein, en tout cas si c'est.
effectivement, si ça s'explique et si ça se comprend. Mais à côté, il y a 180 000 euros du coup à trouver si on veut commencer. Alors moi, personnellement, sur le sous-staffé de l'équipe de la mairie, moi j'ai besoin d'avoir des éléments, enfin de mieux comprendre. Comme ça, spontanément, je ne sais pas pourquoi c'est sous-staffé, dans quel domaine, quels sont les services, et en quoi les pomponniers, ils gagneraient à avoir 180 000 euros, c'est à peu près 3 équivalents temps plein sur l'année de personnes en plus. Alors, ça se raconte peut-être pas comme ça, parce qu'il y a peut-être du temps partiel, peut-être des choses, mais c'est l'équivalent quand même de 3 agents supplémentaires. Donc, je pense que c'est pas juste pour faire des analyses de contrats de prestation, parce que, bon, une fois qu'on les a faites et qu'on a dégagé des pistes, c'est terminé, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense que, en tout cas, on a besoin, et en quoi ça apporte de la plus-value au Pomponais, même indirectement. Je veux dire, même si on gagne une économie, enfin, si on dépense 60 000 euros pour gagner 10 000 euros, j'ai perdu 50 000 euros dans l'affaire, quand même. Donc, je ne sais pas si l'économie est là. Voilà. En tout cas, moi, ça manque d'éléments tangibles. On voit les intentions, d'accord, mais ça manque d'éléments tangibles pour pouvoir se faire, entre guillemets, un avis objectif et savoir si on est effectivement, si on part dans le bon sens ou pas. Merci. Christophe Prédompa. Merci. Je vais juste reprendre sur le dernier paragraphe, sur la clôture. Vous dites que les années à venir vont générer des revenus supplémentaires par le biais de la taxe d'aménagement. Or qu'il me semble que lors d'un conseil, on a exonéré un projet de taxe d'aménagement au quartier de la Gare. Donc je me dis, on exonère déjà un gros projet et vous comptez absolument sur cette taxe d'aménagement. Je me demande où est la logique du coup. Je ne me souviens pas avoir exonéré justement. Non, il n'y a pas. Ou c'est moi qui me trompe alors. Non, je pensais qu'à un moment donné on avait parlé de ça, c'est pour ça. Non, alors il y avait la confusion, elle naît peut-être de la part de logements sociaux, elle naît peut-être du fait qu'on ait exposé des sujets où effectivement il y avait des taxes d'aménagement qui étaient non pas totalement exonérées mais baissées, notamment pour le comparatif sur les projets sur la Seine, par exemple. Mais non, c'est pas du tout le cas. D'accord. Non, justement, à un moment donné, si on assume les constructions, il faut aussi qu'il y ait... Non, ça reste logique, mais du coup... Ok. Non, mais pas de... Merci. Merci. Écoutez, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on prenne acte de ce débat d'orientation budgétaire pour 2022 et qui est contre. Donc je vais citer les noms parce qu'effectivement on m'a dit que c'était mieux pour la diffusion, si ça vous dérange pas. Si vous pouvez relever, je tente. Donc Arnaud Schmitt, Jean-Marc Planchequeux, Hervé Guise, Magali Boirf, Nathalie Bels. Merci. Qui s'abstient? Christophe Prudhomme, avec le pouvoir. Avec les deux pouvoirs, pardon, je n'étais pas au courant. Très bien, avec le pouvoir de Madame Dominique Françoise et de Monsieur Mapril Baptista. Merci. Il nous reste un dernier point, je crois. Qui sont les décisions prises par le maire en vertu de le fameux article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et là, il s'agit de l'achat d'une concession de M. Grosse pour 250 € au plan des cimetières, numéro 1410. Merci. Si vous en êtes d'accord, je vais passer aux questions des groupes. Je propose les questions de CP, si vous êtes prêts. Ou n'importe. Merci, monsieur le maire. Donc la première question est: la reprise des tombes du cimetière a engendré des mouvements de terrain avec des répercussions sur les tombes voisines, effondrement. Que comptez-vous faire? Alors on a travaillé avec Laurence Olivier pour effectivement apporter les réponses. Les tombes qui présentent des affaissements en bordure de celles qui ont été relevées étaient déjà dans cet état. D'ailleurs, nous tenons à disposition des photos de l'état des lieux
à disposition des familles si besoin. Et les travaux de reprise n'ont donc pas eu de répercussions directes. C'est aux familles de faire le nécessaire. Le prestataire est d'ailleurs très vigilant sur ces points. Merci. Point 2. Des voitures ont été verbalisées aux abords du groupe scolaire des Cornouillers en début de semaine à l'heure de la sortie des classes, donc l'après-midi. Sur quels critères et quelle réglementation cette verbalisation s'appuie-t-elle? Les véhicules ont été verbalisés sur des critères du code de la route et sur la réglementation du stationnement d'agglomération à Pomponne. Je ne sais pas, permettez-moi, dans le groupe de travail, on avait dit qu'il n'y avait pas de réglementation particulière. À un moment donné, quand il n'y a pas d'obstruction à la circulation sur la voie publique, c'est difficile de justifier. Qu'il y ait des stationnements sur les trottoirs, on sait que c'est du stationnement gênant et autres, et il y a plusieurs catégories, mais des voitures qui sont garées, certes sur la voie, à des endroits où ça n'encombre pas et que ça ne perturbe pas le passage, il faudrait voir, parce que là, dans ce cas-là, on va verbaliser toute la commune. Alors, je ne connais pas le cas très précisément. Dans ce cas-là, il faut poser une question très précise. Et dans ce cas-là, on pourra répondre. Et on fera avec Fanny Billy, on se reportera à ce qui a effectivement été fait. Le mieux, vu que ça touche, qu'on se voit, et du coup, avec photo à l'appui et concertation, parce qu'il y a quand même eu des amendes de dresser. Et voilà. Écoutez, ça s'analyse. Aujourd'hui, la police municipale nous a dit avoir fait son travail sur ce sujet-là. C'est ce que je vous rapporte aujourd'hui. Et en l'occurrence, elle s'est rapportée à la réglementation en vigueur. Je pense qu'il faut vérifier. Très bien. Point 3. Pouvez-vous faire le point sur la police municipale et sur les missions au terme du dernier agent recruté? A-t-il terminé sa formation? Alors aujourd'hui, on a donc 2 agents, un SVP puis un brigadier chef principal. Et ce dernier agent, parce que c'est le brigadier chef principal qui a été recruté en dernier, n'a pas commencé sa formation. Et on peut savoir pourquoi il n'a pas commencé la formation, vu que ça avait été annoncé qu'il serait formé. Oui. C'est convocation? D'accord. C'est administratif alors. Merci. Des Pomponais se plaignent des nuisances olfactives provenant de la mare Sainte-Véronique. Le plan d'entretien mis en place par la mandature précédente est-elle appliqué? Et si oui, merci de nous communiquer les travaux effectués et à effectuer ainsi que le planning. Donc l'entretien de la mare Sainte-Véronique a été fait régulièrement en 2021 pour un montant de 5 760 € TTC, notamment avec la réfection des barrières laissées à l'abandon. La mairie n'a enregistré aucune plainte de riverains aujourd'hui sur des nuisances olfactives récentes. Les services techniques procèdent à un entretien de l'ensemble du site et le curage de la mare sera à nouveau programmé en 2023 si nécessaire. Dans ce cas-là, j'invite les élus à aller se rendre sur place, parce que moi, on m'a appelé, je suis allé voir sur place. Au niveau odeur, ça se sent à plus de 50 mètres, alors qu'on n'a pas de forte chaleur. Il y a déjà une invasion de moustiques, et quand vous voyez la pellicule de décantation qu'il y a dessus, vous n'allez pas me dire qu'elle a été curée récemment, ou qu'elle ne va pas être entretenue cette année, qu'on va attendre l'année prochaine, ou 2024, pour continuer à la nettoyer. Elle a été curée en 2021 pour un montant de 5 760 €. Monsieur le maire, je vous invite à y aller ensemble, et on fera l'état des lieux. Ou même... Mais surtout que les habitants n'hésitent pas, encore une fois, réellement, à faire un mail en mairie, et ce sera traité. C'est pas mon quartier, c'est pas là où j'habite. Non mais je ne parle pas de vous en l'occurrence, je parle simplement. Je lui dis voilà, on est là pour les Pomponais, donc à un moment donné, peut-être qu'il souhaite que ça soit communiqué comme ça en conseil municipal. Et donc ça ne coûte rien aux élus d'aller voir sur place et de constater. Mais je pense que Mme Audibert, elle est plutôt... Je pense que Mme Audibert, elle n'a pas vu ce que c'était. Alors c'est plus qu'une mare, c'est un bassin de décantation. Écoutez, on ira voir. En l'occurrence, le meilleur moyen de notifier ce que vous dites, c'est que les gens envoient un mail, sans polémique pour autant, où effectivement ils se plaignent de sur tel ou tel sujet, on sera là pour répondre, et on a un suivi systématique des adjoints qui sont conséquents compétents pour répondre aux questions. Très bien, j'inviterai les Pomponais à vous écrire. Et nous aussi. Le quartier de la gare, notamment le quai Bizot, la rue de la Marne et rue Maurice Lenné, est de plus en plus sale. Alors,
alors que d'un précédent conseil, vous avez affirmé nettoyer régulièrement cette zone très fréquentée. Quelles mesures entendez-vous prendre pour que la situation s'améliore? Ces sites font l'objet d'un entretien 3 fois par semaine. En plus du ramassage des poubelles, bien sûr, un agent est affecté au ramassage des détritus diffus plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, les riverains nous ont fait part de leur satisfaction dernièrement. De plus, quai Bizot, rue Maurice Lenné, rue de Marne, de nouvelles poubelles plus adaptées à la sollicitation des piétons vont être posées dans 1 à 2 semaines. Elles ont été réceptionnées début février et il serait bon que tous les signalements de détritus diffus soient datés et géolocalisés pour que les services puissent intervenir immédiatement, comme c'est le cas d'ailleurs à chaque indication lorsqu'elle est précise. La mairie a même fait procéder au nettoyage des tags sur le transformateur de la rue Maurice Lenné tout dernièrement, cette semaine ou la semaine dernière. Comme vous le savez, les finances communales ne permettent pas un entretien qui devrait être quotidien, car malheureusement les incivilités, elles, sont quotidiennes et vont grandissantes. Merci. Point 6. Des riverains du quai Godino ont été bloqués un mercredi matin durant 6 minutes rue Maurice Lenné, le camion d'ordures ménagères étant sur la voie descendante du fait du stationnement illicite sur la voie montante. Quand comptez-vous verbaliser les contrevenants? Alors effectivement, c'est un vieux sujet. On en hérite, mais on l'assume. Donc depuis un mois, les agents de la police municipale verbalisent le matin et l'après-midi à des heures différentes, à des heures complètement aléatoires pour éviter les habitudes. Et on a demandé à effectivement nos agents. Environ 4 véhicules sont verbalisés à chaque fois. Alors c'est parfois les mêmes, parfois c'est pas les mêmes, mais aujourd'hui on a des gens qui sont verbalisés tous les jours, qui continuent à se garer de cette façon-là. Donc, à la question, sont-ils verbalisés? Ils sont verbalisés. Bien, c'est bien. Merci. Question pour Paul Nouvelle. Hervé Guise. Nous souhaitons connaître la date de notification aux contrevenants de la décision de justice concernant l'infraction constatée au niveau des habitations du chemin d'Armois et les autres procédures en cours, notamment le sujet de l'assainissement. Merci. Alors, il y a deux dossiers. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais on va parler du premier et du second dossier. Dans le premier dossier, la décision de justice est devenue définitive le 22 novembre 2021. Date de l'ordonnance de rejet d'appel. Par conséquent, le délai de 3 mois pour la remise en état a expiré donc le 22 février 2022 dernier. Il est donc redevable des astreintes à compter du 23 février 2022. Concernant le second dossier, nous attendons le certificat de non-appel qui indiquera la date de la signification de la décision de justice permettant de calculer la date à laquelle la décision est devenue définitive, ainsi que celle à partir de laquelle le prévenu est redevable des astreintes, comme précédemment. S'en suivra le même procédé que pour le premier, à savoir un premier PV de non-exécution de décision de justice au bout de 6 mois, puis un nouveau PV tous les ans jusqu'à remise en état des lieux effectifs. Par ailleurs, si la remise en état des lieux n'est pas intervenue dans le délai d'1 an, la commune a la possibilité de soit saisir le parquet en relèvement de l'astreinte journalière, mettre en œuvre l'article L480-9 du Code de l'urbanisme relatif à l'exécution d'office de la décision de justice aux frais et risques du prévenu. En ce qui concerne l'assainissement, puisqu'il y a un volet assainissement, Marne-et-Gondoire suit le sujet avec le SPANC. Le SPANC, c'est le service public de l'assainissement non collectif du département. Merci. Alors c'est très précis sur la première partie, parce qu'en commission on a évoqué ce sujet-là et unanimement on avait tous, sauf si je ne reflète pas l'avis, mais trouvé que l'astreinte journalière de 10 € n'était pas dissuasive. Alors que n'est pas fixée par la mairie, j'entends, hein, mais ce n'était pas dissuasif. Donc effectivement, on peut douter de la mise en œuvre de cette décision de justice avec une astreinte aussi faible. Alors après, je pense que ça va durer, mais j'ai compris les arguments et en tout cas les actions possibles pour pouvoir, entre guillemets, que la décision soit appliquée. En revanche, sur l'assainissement, ça fait quand même un moment qu'on en parle. On n'a pas de perspective, parce que je rappelle c'était déjà à l'été prochain, on va revenir sur l'été, il y a moins de gens qui se promènent, les odeurs sont moins sensibles, avec les beaux jours, de nouveau, les odeurs vont être là. On n'a pas de perspective en matière de date pour que ce sujet, entre guillemets, soit inscrit, parce que ça
on va arriver à plus d'un an maintenant. Oui, je sais. On relance régulièrement la CMG. Alors, c'est des nuisances qui proviennent de Pomponne et qui vont sur Torigny. Donc, effectivement, c'est la CMG qui est... Donc, tout le monde est au courant. Puisqu'en plus, enfin, voilà. Donc, on relance, mais il n'y a pas de... Je n'ai pas de date et je n'ai pas de précision sur cette action-là, sur l'action de l'assainissement. Et alors, c'est vrai que, parce qu'on pourrait dire, je fais peut-être un raccourci, les nuisances olfactives, c'est gênant. Mais quand on pense que tout ça, ça va dans nos rues et que ça résout, c'est la pollution, quoi. Bien sûr. Donc, à la limite, il y aurait que le nez, bon, on dirait, voilà, on se pince le nez puis c'est fini, mais sauf que derrière, il y a d'autres conséquences en matière de pollution. Et ça, c'est dans les temps qui courent, où on sent quand même que l'environnement, c'est quelque chose dont on doit prendre soin, ça gratte, quoi. La CMG travaille aussi avec l'agence de l'eau, je crois. Je passe à la question suivante. Pourquoi la commission sécurité et prévention n'est-elle plus réunie depuis le 1er juillet 2021 ? Alors, les commissions ne se réunissent pas automatiquement à intervalles réguliers. On aimerait bien, mais ce n'est pas le cas. Les dossiers en cours aujourd'hui ne sont pas suffisamment avancés pour une présentation en commission jusqu'à dernièrement. Cependant, nous organiserons vers la mi-avril une commission sécurité-prévention. En l'occurrence avant le 23, parce que le 23, c'est les vacances. Voilà. Je pense qu'il y a des sujets dont on pourrait traiter. On voit bien qu'il y a le devenir de la police municipale, c'est quelque chose pour ça qu'on va le faire. S'aborder. La vidéoprotection, on sent qu'il y a des choses, mais il n'y a pas d'information. On a parlé là du stationnement sur la commune. Donc c'était des sujets aussi qui étaient annoncés comme une révision de plan de stationnement. Donc je pense que les sujets ne manquent pas. Et alors, je ne suis pas un ayatollah du règlement intérieur, mais dans le règlement intérieur, il est dit que les commissions se réunissent au moins une fois par trimestre. Donc, voilà, je pense que... Et en plus, la sécurité et prévention, on sent qu'il y a de l'attente. Voilà, donc, mi-avril. Voilà. Merci. Merci. Arnaud Schmitt. Je reviens sur la question des food trucks. N'ayant eu à ce jour aucun retour d'information suite à notre demande exprimée lors du conseil municipal du 9 novembre 2021, nous renouvelons notre demande d'un bilan d'activité sur les food trucks. Encore une fois, l'initiative est louable. La mise en place a été précipitée avec la période Covid. On en sort et maintenant on souhaiterait savoir ce qu'il se passe et en termes d'occupation du domaine public, les arrêtés en vigueur établis et les recettes attendues avec cette activité. Alors, je vais encore vous décevoir, monsieur. On tentera de donner une réponse à cette question précise, parce que la question était précise, avec une analyse qu'on n'a pas faite aujourd'hui. Cependant, sur les gros postes, on le sait, il y a eu un prix d'armoire électrique, puisqu'il a fallu leur amener le courant, donc c'était 2377 € TTC. Je crois que ça avait été donné lors d'une commission, n'est-ce pas, une commission travaux, je crois, en 4 février 2021. Merci Claude. Donc, il y a différents éléments. Après, vous allez me demander quelle est leur devance, est-ce qu'ils sont là tout le temps. Et ça, je ne l'ai pas ce soir, mais on vous donnera tout ça lorsqu'on aura fait une analyse analytique, on va dire, de ce point-là. J'ajoute que l'idée, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est pas d'en gagner non plus. On est d'accord. Complètement, et vraiment, M. Schaeffer avait effectivement communiqué tous les frais en dépenses. L'idée, c'est le taux de rotation. On n'est pas là pour gagner de l'argent. C'est un véritable service à la population. Le tout, c'est comment on se fait rétribuer, même ne serait-ce que quelques dizaines d'euros symboliques, cette occupation du domaine public. Et puis ça motive aussi. C'est-à-dire que les gens prennent soin aussi, quand ils payent un petit peu, ils prennent soin du domaine qu'ils occupent. Et là, Fabrice Bussy fait aussi un travail de reconquête, enfin il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, pour aller chercher effectivement des food trucks. Parce que les food trucks, ça va, ça vient. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux, parce que ça y est, les restaurants ont rouvert, les gens se mettent à commander en plus des choses qui viennent directement à eux, donc le food truck, c'est un phénomène un peu entre les deux. Évidemment, il va y avoir une période de beau temps donc, qui va favoriser les food trucks. Mais il y a aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, je crois qu'il y a deux food trucks par semaine sur Pomponne. D'ailleurs, je me suis demandé si on n'avait pas eu un qui avait eu un problème sur le parking, parce que pendant un jour, il y a eu plein d'absorbants, j'ai eu l'impression qu'il y avait une cuve à huile qui s'était répandue, en fait, c'est ça Bonne observation. Deuxième question, s'il vous plaît.
Alors encore une fois, c'était la commission travaux. On avait évoqué les problématiques de chaleur au sein du centre de loisirs primaire. On sait les difficultés, primaires, oui, de mise en route de ce centre de loisirs avec les finalités de réception de travaux auxquels vous aviez dû faire face à la reprise. Maintenant, est-ce qu'on a pu avancer sur ces problématiques thermiques à l'intérieur du bâtiment, et notamment avec cette véranda qui était insoutenable? Et je crois qu'il y avait le bureau du directeur aussi. Bon, c'est la question. Alors, vous surfez sur la question, parce que ce n'est pas exactement ce que vous avez posé. Oui, il y a la l'isolation thermique rencontrée cet été au centre de loisirs, le problème d'étanchéité rencontré à la Halle des Sports. Il y a aussi l'étanchéité à la Halle des Sports. Excusez-moi. Eh bien, je vous réponds de manière précise. En ce qui concerne l'isolation thermique de la verrière, c'est Claude Schaeffer qui a préparé la réponse. Je vous rappelle qu'il a été installé, effectivement, il a été installé un film de protection solaire en juin 2021 pour la somme, parce qu'il y a une sacrée surface, de 5 300 €. Alors, l'été dernier n'a pas été caniculaire, mais par contre, si c'est le cas cette année, et si on voit qu'il y a une trop forte hausse de température, on peut d'ores et déjà dire que ça a réglé ça fait baisser de 2 cm, mais certaines températures. Donc encore une fois, on est oui, on était monté très haut, donc les jours les plus chauds, donc on gagne 2 à 3 degrés. Donc si on voit que vraiment, on a d'autres solutions, d'ailleurs qu'on aurait pu prendre tout de suite, mais on pense que ça ne valait pas la peine, donc, qui étaient des pare-soleils sur les châssis, si vraiment on est dans une situation critique. Pour les problèmes d'étanchéité de la salle des sports, l'entreprise qui a effectué les travaux a disparu. Donc nous avons fait appel à une autre entreprise pour diagnostiquer d'abord les malfaçons et voir de quelle manière on peut intervenir. Les équipes de maîtrise d'œuvre sont sur. On attend le rapport. Et la garantie décennale de l'entreprise ne peut pas être... D'où le choix des entreprises quand on fait les travaux. Non mais on vit une période complexe, c'est clair. Comme quoi le moins disant n'est pas toujours le mieux disant. Nathalie Bels, quand sera réunie une prochaine commission mixte urbanisme social pour préciser le périmètre du permis de louer qui a fait l'objet d'un report lors du conseil du 15 décembre 2021 ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas reprogrammé cette commission, mais par contre j'ai pas de date à ce jour, on va la faire. Juste pour rappeler qu'effectivement Jean-Marc Seuzac le disait tout à l'heure, beaucoup d'élus ont travaillé avec Jean-Marc effectivement ce début d'année pour retrouver un peu ces petits, un peu l'expression qu'on pourrait dire. Donc aujourd'hui, on a tout un début d'année qui a été vraiment consacré à ça et tous les élus ont été très solidaires pour qu'on retrouve une stabilité, une sérénité pour eux. Donc effectivement, on va le faire, mais j'ai pas de date à vous donner. Donc Magali Boirf, le sujet n'étant évoqué dans aucune commission, nous souhaitons des informations sur votre projet de maison de santé annoncé pour fin 2020, début 2021. Alors je ne me souviens pas de ces dates, mais peu importe. Le sujet de la contribution de Pomponne à accueillir des professionnels de santé fait toujours partie des objectifs. Nous n'avons pas encore défini un projet précis, car nous ajoutons que les maisons de santé se sont récemment créées dans les villes voisines, car elles étaient déjà en cours, en conception ou déjà dans les cartons, et aujourd'hui elles ne sont pas du tout remplies. Il y en a beaucoup dans les villes voisines et un peu plus lointaines, où effectivement le produit, on va dire, maison de santé aujourd'hui est un produit qui est assez répandu. Cependant, on trouvera une solution, parce que je pense qu'on partage tous le même constat, qu'effectivement on a besoin de faire un effort au niveau de la disponibilité des professionnels de santé sur nos territoires. Alors, juste pour rappel, c'était une de vos promesses de campagne que vous avez tenues quelques jours avant le deuxième tour. Question suivante. Oui, je me fais. Oui, tout à fait, mais M. Bonnet ne se souvenait pas, donc les dates annoncées, c'est pour ça que j'ai pas de... Je peux même vous rappeler la photo avec le montage et la date. Ah oui, ça, maison de santé, on était d'accord sur le sujet. Après, faire la maison de santé de trop, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Non, je suis d'accord, mais c'est juste un rappel.
Pouvez-vous nous informer sur la pratique du télétravail pour le personnel municipal, nombre d'agents territoriaux ou assimilés concernés, nombre de jours télétravaillés par agent? Alors, je rappellerai ce dispositif. Pardon, je vais parler là. Passer la parole à madame. Oui, donc je crois que c'est un problème qui a déjà été abordé. Je rappellerai simplement que le dispositif dit de télétravail, ou plutôt le principe de travail à distance, bien sûr, a été un apport majeur de continuité et de sécurité, à la fois dans le privé, dans le secteur privé et pour le public, pendant le temps de la pandémie. Il a pu remettre en question d'ailleurs notre approche du travail, et s'il a constitué dans un premier temps une contrainte, il est vite devenu, pour beaucoup, particuliers, entreprises, structures, organisations, une opportunité pour remettre en question des choix d'organisation, voire des choix de vie. Le télétravail, pour répondre plus précisément à votre question, pour nos services de mairie, fait l'objet d'une réflexion interne qui n'oublie aucun aspect du dossier. En premier lieu, et je crois que M. Fiozac l'a évoqué tout à l'heure, l'identification des postes accessibles au télétravail et l'intérêt qui peut être celui de la commune, celui des agents, se préoccuper des textes réglementaires, se préoccuper des processus à mettre en place, des aspects techniques, informatiques, liaison VPN, etc., sécuritaires. Je rappelle qu'il y a un certain nombre d'obligations en matière de sécurité d'information, et financiers. Donc, pour reprendre la partie budgétaire, donc il faut aussi se préoccuper des éléments financiers, les conditions et les modalités d'exercice, etc. etc. Actuellement, aucun agent n'est concerné par un dispositif de télétravail organisé inscrit dans les pratiques RH de la commune. Merci Catherine. Alors, juste en complément, on avait déjà posé la question le 2 avril 2021 et vous nous aviez déjà répondu que c'était à l'étude. Là, quand on voit le rapport financier, il y avait peut-être moyen d'investir justement sur les ordinateurs dont vous nous avez parlé et de mener cette étude un an après. Malheureusement, c'est toujours à l'étude. Alors, je rappelle que la première des choses à faire, c'est d'identifier les postes de travail qui sont accessibles au télétravail et en conséquence, soit de poursuivre l'étude, soit de l'arrêter. S'il n'y a aucun poste accessible en télétravail qui puisse être fait, à ce moment-là, l'étude n'a plus lieu d'être, le projet s'arrête là. C'est aussi l'intelligence quand on gère un projet, ça reprend un peu le projet sur la maison de santé. S'il n'y a plus d'utilité, si le projet est impossible, il est plus intelligent de l'abandonner plutôt que de perdurer dans son erreur. Oui, donc tout à fait. Donc, dans ces cas-là, ça s'annonce que l'étude est peut-être arrêtée et que vous avez mené l'étude à son terme et qu'il n'y aura pas de télétravail pour les agents de la mairie. Je vous ai répondu, je ne vais pas répéter 50 fois la même chose. Il n'y a pas de réponse, justement. Et donc, dans d'autres mairies, c'est déjà en place. Question suivante, s'il vous plaît. Alors, la question suivante. Au-delà de la contribution financière de Pomponne au bénéfice de la population ukrainienne, qu'est-ce que la commune envisage, le cas échéant avec les communes voisines, pour l'accueil de familles de réfugiés ukrainiens? En fait, j'en ai parlé dans les actualités. Donc, effectivement, vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. La première des choses à faire, c'est que les personnes, les Pomponnaises et les Pomponnais s'inscrivent auprès de la préfecture sur le site dédié. Et ensuite, c'est téléguidé. Voilà. Mais ça, je connais la réponse. D'ailleurs, je me suis porté volontaire, donc je sais. Mais certaines communes ont lancé des initiatives justement pour l'accueil de familles. Ma question, c'est simplement savoir si vous l'aviez fait sur la commune de Pomponne ou si vous envisagez de le faire avec d'autres communes éventuellement. Avec l'AMIF, j'ai du mal à vous répondre précisément. Je ne comprends pas votre question en fait. Sur l'organisation de l'accueil, en fait, vous accueillez chez vous des familles ukrainiennes si vous en portez volontaire. Alors, nous, on n'a pas de logement. Et je crois que certaines collectivités qui disent détenir des logements pour les autres, en fin de compte, ne servent que d'intermédiaires entre particuliers. Mais ça, je les laisse faire ce qu'elles souhaitent. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait presque une semaine qu'on dit qu'on accueille les gens. En fait, c'est du regroupement familial pour l'instant. Il n'y aurait rien de pire que d'accueillir des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent. Je rappelle juste qu'il y a des gens qui se font aujourd'hui passer
pour des Ukrainiens et qui 2 jours après repartent avec la vaisselle et les montres de luxe. Non mais c'est, voilà, peut-être vous considérez qu'on a peut-être 2 jours de décalage avec les autres, mais nos actions, on les consolide. Non, mais je ne dis pas ça. Eh bien, merci. Fin de séance de ce conseil municipal. Je remercie le public. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Peut-être je donne la parole au public. Merci de donner la parole au public, mais qui n'a pas de questions ce soir. Très bien. Merci pour toutes les informations que vous nous fournissez. Elles sont très riches et nous permettent de bien comprendre quand même comment la commune évolue. Merci de votre présence. Merci. Bonne soirée à tous.